et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires importantes aux Africains ici et à travers le monde. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement à la présentation. Je suis Kiza Dibora. Au sommaire, les tensions géopolitiques autour du détroit d'Ormuz restent vives. Le risque d'une perturbation majeure du commerce mondial de l'énergie demeure bien réel. Ce passage stratégique par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial pousse aujourd'hui les États importateurs et exportateurs à revoir leur stratégie. Accord migratoire controversé en RDC. À Goma, la société civile dénonce une décision inadaptée face aux crises sécuritaires et humanitaires. Entre coopération internationale et tensions locales, le débat reste profondément dévié. Au Cameroun, le pape Léon appelle à rompre avec la violence et la corruption. À Yaoundé, devant Paul Biya, le souverain pontife exhorte à un sursaut moral et politique. Un plaidoyer fort en faveur de la paix et de la justice au cœur de sa visite officielle. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans les détails. Un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Commençons ce journal par le Burundi, mesdames et messieurs. Le ministre burundais de la communication et médias, Gabi Bougaga, a été retrouvé mort jeudi 16 avril 2026 au volant de son véhicule dans une palmeraie à Kivoga, près de Bujumbura. Les premiers éléments évoquent un accident de la route, le véhicule présentant des traces de choc et le corps, une blessure à la tête. De son côté, le gouvernement burundais évoque également la piste d'un accident tout en appelant la prudence et en indiquant qu'une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes du drame. À ce stade, si la thèse accidentelle est privilégiée, plusieurs zones d'ombre subsistent et aucune conclusion officielle définitive n'a encore été communiquée. Et en visite officielle au Cameroun depuis ce 15 avril, le pape Léon a livré à Yaoundé un discours fort appelant à rompre avec la violence, la corruption et les injustices qui fragilisent le pays. Devant le président Paul Biya et de nombreuses autorités, le souverain pontife a plaidé pour un sursaut moral et politique en faveur de la paix et de la justice. Elisabeth Hassen, notre correspondante à Yaoundé, nous en dit plus. En visite officielle au Cameroun, le pape Léon XIV a marqué les esprits hier par un discours à la fois solennel et incisif, prononcé en présence du président Paul Biya. Devant un parterre de responsables politiques, religieux et diplomatiques, le souverain pontife n'a pas éludé les défis profonds auxquels le pays est confronté. Les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord ont causé de profondes souffrances. Des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d'école, des gens qui ne voient pas d'avenir. Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées. Face à des situations aussi dramatiques, j'ai, au début de cette année, invité l'humanité à rejeter la logique de la violence et de la guerre pour embrasser une paix fondée sur l'amour et la justice. Dans une allocution empreinte de gravité, le pape a évoqué les blessures visibles et invisibles qui fragilisent la société camerounaise. Corruption, inégalité sociale, crise de gouvernance et tensions persistantes dans certaines régions. Zwabet Kweto, défenseur des droits humains à l'organisme Source de Vie, a salué cette sortie du pape. Et c'est très important parce que la réalité camerounaise est une réalité de douleur, de souffrance, de peine, de guerre. Il y a quand même 7 régions qui ont des problèmes sécuritaires importants, les problèmes sociaux profonds qui touchent la société et surtout la question de la paix qui est souvent utilisée comme slogan.
Sans verser dans l'accusation directe, le chef de l'Église catholique a néanmoins appelé les dirigeants à une responsabilité accrue. Il est temps d'oser faire un examen de conscience et un essai qualitatif courageux, que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité pour que la paix et la justice s'affirment. Il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer le cœur de cette soif d'Igan qui est une idolâtrie. Face à lui, le président Paul Biya, 93 ans, est visiblement fatigué, est resté impassible écoutant attentivement un discours qui, bien que diplomatique dans sa forme, portait une critique à peine voilée de la gestion des affaires publiques du pays. Ce jeudi, le pape va séjourner à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, avant de mettre le cap demain sur la capitale économique Douala. Elisabeth Hassen à Yaoundé pour Aoba. Et le président du Rwanda, Paul Kagame, a tenu en date du 15 avril 2026 des entretiens avec son homologue du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui se sont déroulés au palais présidentiel connu sous le nom de Palais du Peuple. Les deux chefs d'État ont discuté des moyens de renforcer davantage les relations déjà solides entre leurs pays, selon un communiqué publié par les services de la présidence rwandaise. Reportage Benigne Mugisha depuis Kigali. Les discussions ayant réuni le président du Rwanda Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ont porté sur les relations déjà bonnes entre les deux pays ainsi que les moyens de les renforcer davantage, comme indiqué dans un communiqué publié par la présidence de la République du Rwanda. Ces échanges entre les deux chefs d'État ont également abordé des questions importantes concernant la région ainsi que les opportunités d'élargir la coopération des divers secteurs. Les entretiens entre les deux dirigeants ont eu lieu dans la soirée précédente la cérémonie d'investiture officielle du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, réunie avec un score élevé, entamant ainsi un nouveau mandat à la tête du pays. Le président du Rwanda a félicité son homologue congolais pour sa victoire écrasante lors de la récente élection présidentielle qui lui permet de poursuivre la direction du pays. Le Rwanda et le Congo-Brazzaville entretiennent depuis longtemps des relations fondées sur une coopération dans plusieurs domaines, notamment le commerce, l'agriculture, la sécurité, la gestion foncière et le transport aérien. En 2016, le Rwanda a ouvert son ambassade à Brazzaville dans le but de renforcer davantage de bonnes relations entre les deux pays. Le président Denis Sassou Nguesso a été élu pour un 5e mandat lors des élections du 16 mars 2026, remportant plus de 94% des voix. Depuis Kigali, Benigne Mugisha pour la Radio Afrique Unie. Parlons justice dans ces radiojournaux, mesdames et messieurs. Le leader politique sud-africain et chef du parti des combattants pour la liberté économique, Julius Malema, a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme après avoir été reconnu coupable dans une affaire de possession et d'usage d'une arme à feu, un dossier qui a suscité une vive attention de l'opinion publique depuis plusieurs mois. Dans son verdict rendu par le tribunal de première instance de Kikompo, dans la province de l'Eastern Cape, Malema a été déclaré coupable de plusieurs chefs d'accusation liés à cet incident. La Cour, insistant sur la gravité des faits, est retenue contre lui. En outre, le tribunal a également infligé une amende de 60 000 rands dans le cadre des sanctions prononcées. Le tribunal de Kikompo a rendu ce jugement après avoir reconnu Malema coupable de plusieurs infractions liées à la détention et à l'utilisation d'une arme à feu, une affaire suivie de près par l'opinion publique et les acteurs politiques du pays. Dans sa décision, le magistrat a détaillé les peines associées à chaque chef d'accusation, soulignant la gravité des infractions établies devant la Cour. À ce stade, il n'est pas encore officiellement confirmé si la défense fera appel de cette décision. Toutefois, le porte-parole de EFF ainsi que des partisans du parti ont indiqué aux médias qu'un recours à un appel serait envisagé.
Et la République démocratique du Congo au cœur d'une controverse. Un accord d'accueil des migrants expulsés des États-Unis provoque colère et inquiétude, surtout dans l'est du pays où les populations font déjà face à l'insécurité et aux déplacements massifs. Entre rejet et défense de cette décision, les avis sont profondément partagés. Reportage d'Espoir Malamira et Fanny Chamamba depuis la RDC. Dans le riz de Goma, comme dans les cercles militants, la colère est palpable. Des organisations citoyennes, à l'image de la Lucha, dénoncent ce qu'elles qualifient d'imposture politique dans un communiqué rendu public. Pour elles, l'État congolais déjà incapable de protéger ses propres citoyens face aux violences ne peut pas prétendre accueillir des populations rejetées ailleurs. Les critiques pointent également du doigt un accord jugé opaque qui rappellerait le partenariat controversé entre les Royaumes-Unis et les Rwanda où les migrants deviennent une monnaie d'échange dans des négociations politiques. Le fait pour la RDC d'accepter d'accueillir des migrants illégaux expulsés des États-Unis pose un problème de mise en œuvre que vous avez soulevé et j'y reviendrai. Ça pose aussi un problème moral, et ça j'y reviendrai, mais aussi politique. Sur la question de mise en œuvre, vous y êtes revenu, ce n'est pas compréhensible que la RDC se mette à accueillir des migrants illégaux alors que déjà, une partie des problèmes sécuritaires que nous avons est liée au fait que notre pays avait accueilli des réfugiés, notamment des réfugiés rwandais en 1994. Et que nous n'avons pas réussi à gérer cette situation et jusqu'à 32 ans plus tard, nous en payons les conséquences. Donc pour moi, c'est incompréhensible alors que nous sommes incapables, en tout cas nous l'avons montré, nous avons été incapables de gérer ces flux migratoires importants que nous avons subis à la suite de la guerre du Rwanda, que nos propres compatriotes sont contraires au refuge dans des États étrangers ou au déplacement interne au niveau du Congo et qu'ils s'en souffrent, qu'il y a même des États, des étrangers qui sont en refuge chez nous et qui ne sont pas bien pris en charge, que dans cette situation-là, nous décidions encore de recevoir d'autres personnes expulsées illégalement des États-Unis. Et rappelons-nous d'ailleurs que les personnes qui seront accueillies, ce ne sont pas des citoyens modèles, ce sont des personnes que les États-Unis auraient décidé d'expulser et dont les pays ont refusé de les recevoir, leur propre pays. Alors c'est nous qui acceptons d'être cette sorte de, entre guillemets, de poubelle de ces personnes indésirées aussi bien par les États-Unis que par leur pays d'accueil. À l'inverse, certains observateurs défendent cette orientation. Pour un analyste et défenseur des droits humains, l'accueil des migrants expulsés des États-Unis s'inscrit dans une logique de coopération internationale et de respect des engagements pris par la RDC sur la scène mondiale. Selon lui, l'arrivée de ces migrants pourrait, à terme, contribuer à la diversité économique et culturelle du pays, à condition qu'elle soit bien encadrée. Sur le plan de la forme et la décision de la RDC d'accueillir les migrants américains, c'est pas du tout un problème, surtout que ce n'est pas seulement la RDC qui ratifie ou qui accepte de faire un tel traité avec les États-Unis. Il y a d'autres pays en Afrique qui en ont fait et qui les fait. Le problème, c'est la réglementation et de savoir à qui est-ce qu'on a affaire, quel est le nombre de migrants qui vont venir, quelle est la durée de leur séjour, évidemment, quelles seront les conditions sécuritaires de leur encadrement. Mais dans l'est du pays, où les populations vivent sous la menace constante de groupes armés, cette décision est largement perçue comme une provocation. Les déplacés internes, déjà nombreux en réseau des affrontements, craignent que l'arrivée des migrants étrangers n'accentue la compétition pour des ressources déjà limitées. Dans les camps improvisés autour de Goma, les acteurs humanitaires redoutent une aggravation de la crise humanitaire. Goma. Espoir Malamira, Radio Afrique Unie. Et l'Afrique ne meurt plus seulement des maladies infectieuses, elle fait face à une explosion des maladies chroniques. À Moroni, la réunion interpays sur le diabète s'est ouverte sous le signe de la coalition entre chiffres alarmants sur la mortalité et nouvelles stratégies de prévention. Les gouvernements et ses partenaires techniques cherchent la parade. Comment inverser cette tendance en Afrique et aux Comores notamment? Telles sont les discussions que mènent des experts au Burkina Faso, du Mali, de la France et des Comores réunis par l'ONG Santé Diabète. Reportage Natia Dabi depuis le Comore.
À Moroni, depuis hier mardi, l'heure n'est plus au constat face à la situation du diabète, mais à la contre-attaque. Experts maliens, burkinabés, français et comoriens sont réunis pour une coalition inédite. Objectif, harmoniser leurs forces contre ce que beaucoup appellent désormais le fléau du siècle. L'ouverture de la séance de travail avec l'annonce des chiffres a ému l'assistance composée d'experts ainsi que des partenaires financiers et techniques. Aux Comores, le diabète n'est plus une menace lointaine, mais une réalité qui touche désormais plus de 10% de la population. Le ministre de la Santé, Ahmada Sidi Nahouda, a rappelé la lourdeur du bilan, faisant état de 136 décès en 2020, soit plus de 3% de la mortalité totale du pays. Le ministre a exprimé son inquiétude face à cette situation, mettant ainsi en avant les objectifs de cette réunion interpays. Mutualiser les expériences et produire des recommandations opérationnelles concrètes. Transformer les engagements techniques en résultats mesurables, capables d'améliorer la prévention, le dépistage précoce, la prise en charge et la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète. Pour lui, les échanges déboucheront à des issues fiables qui prendront en compte les réalités comoriennes. Mais le mal ne s'arrête pas au niveau de nos frontières. C'est tout le continent qui bascule. Pour Yves Kess, représentant de la World Diabetes Foundation pour l'Afrique francophone, nous assistons à une transition épidémiologique brutale. L'Afrique ne meurt plus seulement de maladies infectieuses, elle vit désormais des maladies chroniques non transmissibles, représente déjà près de 40% des décès sur le continent. Mais le vrai défi est clair. Nos systèmes sont conçus pour l'urgence, pas pour la durée. Nos réponses sont fragmentées. Consciente que toutes les réformes qui seront élaborées nécessitent un financement conséquent pour leur mise en œuvre, la représentante de l'OMS aux Comores, Dr Nkurunziza Trifoni, apporte une solution radicale qui consiste à toucher au portefeuille des industriels pour protéger la santé des citoyens. Selon elle, parmi les leviers efficaces, il y a la taxation des boissons sucrées. Cela permet de réduire la consommation excessive de sucre tout en générant des ressources à réinvestir directement dans la prévention. Taxer le sucre, privilégier nos plats traditionnels et bouger davantage est la recette qui semble simple, mais son application demande une volonté politique de fer. Avec le soutien de l'Agence française de développement et de l'ONG Santé Diabète, les travaux de cette réunion scientifique se poursuivent jusqu'à demain avec au programme des panels sur la digitalisation des soins et la décentralisation du dépistage pour que plus personne ne soit dans l'ignorance de sa propre santé. Depuis les Comores, Adabi Natija pour Afrique Uni Radio. Au Moyen-Orient, mesdames et messieurs, alors que les tensions géopolitiques autour des détroits d'Ormuz restent vives, le risque d'une perturbation majeure du commerce mondial de l'énergie demeure bien réel. Ce passage stratégique par lequel transite près d'un cinquième du pétrole mondial pousse aujourd'hui les États importateurs et exportateurs à revoir leur stratégie: diversification des routes, transition énergétique, constitution des stocks stratégiques et renforcement de la coopération internationale. Autant des solutions envisagées pour sécuriser les flux et limiter les chocs économiques. Les détails avec ce récit dans Teddy Achille pour Afrique Uni Radio. Le détroit d'Ormuz reste au cœur du système énergétique mondial. Selon le US Energy Information Administration, c'est-à-dire l'agence américaine d'information sur l'énergie, dans son rapport de World Oil Transit Choke Points, ce passage demeure un point critique du commerce pétrolier, même s'il est déjà partiellement contourné grâce à des infrastructures alternatives comme l'East-West Pipeline en Arabie Saoudite ou le pipeline Habshan-Fujairah aux Émirats Arabes Unis. L'International Energy Agency, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie, dans son Oil Market Report, confirme la vulnérabilité des flux pétroliers face au blocage logistique. Ces analyses sont complétées par le BP Statistical Review of World Energy, un rapport statistique mondial de l'énergie publié aujourd'hui par l'Energy Institute qui met en évidence la concentration des routes énergétiques mondiales. L'OPEC, ou l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dans son Annual Statistic Bulletin, souligne également la forte concentration des exportations des pays du Golfe, tandis que les analyses de Reuters ou Bloomberg Energy Reports observent une accélération des stratégies de contournement et une diversification des marchés vers d'autres régions du monde.
Dans le même temps, la transition énergétique mondiale s'impose comme une transformation majeure. International Energy Agency ou l'Agence internationale de l'énergie, dans son World Energy Outlook 2023-2025, présente plusieurs scénarios de réduction progressive de la dépendance aux énergies fossiles. L'IRENA ou l'Agence internationale pour les énergies renouvelables confirme la forte croissance du solaire et de l'éolien dans le mix énergétique mondial. Le UNEP, Programme des Nations Unies pour l'environnement, insiste sur la nécessité d'accélérer les politiques de décarbonisation, tandis que la Banque mondiale, institution financière internationale de développement, analyse les impacts économiques de cette transition dans les pays en développement. Le GIEC, ou groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans son rapport d'évaluation établit clairement le lien entre la réduction des énergies fossiles et la diminution des risques climatiques et économiques. Face aux chocs énergétiques, les États renforcent aussi leurs stocks stratégiques. L'IEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie, à travers son système Emergency Oil Stock Holding, impose à ses membres de maintenir des réserves de pétrole. Aux États-Unis, le Department of Energy, le ministère américain de l'énergie, gère le Strategic Petroleum Reserve, considéré comme le plus grand stock stratégique mondial. Dans le secteur agricole, la FAO, ou Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, souligne l'importance des stocks d'engrais pour la sécurité alimentaire. La Banque mondiale, dans son Commodity Markets Outlook, montre que ces réserves contribuent pour stabiliser les prix mondiaux, tandis que le FMI, Fonds monétaire international, confirme leur rôle dans la résilience économique. Parallèlement, la relocalisation de certaines productions stratégiques se renforce. L'UNIDO, ou Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, met en avant le développement des chaînes de valeur locales dans les pays en développement. La FAO encourage l'usage des composts et des engrais organiques. La Banque mondiale soutient la réduction de la dépendance aux importations agricoles. L'IFDC, Centre international pour le développement des engrais, accompagne les programmes de fertilisation durable en Afrique. Au Burundi, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage met déjà en œuvre des programmes de production d'engrais organiques et de valorisation des déchets agricoles, une dynamique déjà visible sur le terrain. Enfin, la stabilité énergétique repose aussi sur la coopération internationale. International Energy Agency insiste sur la nécessité d'une coordination globale en matière de sécurité énergétique. Le cadre juridique des routes maritimes est défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, connue sous le sigle UNCLOS. L'Organisation maritime internationale ou IMO travaille sur la sécurité du transport maritime mondial, tandis que l'Organisation mondiale du commerce ou OMC veille à la stabilité des échanges. Des centres comme l'Atlantic Council of Chatham House analysent les risques liés aux choke points énergétiques, notamment Hormuz, Bab el-Mandeb et le canal de Suez. L'ensemble de ces données repose sur une convergence de grandes institutions internationales, dont l'Agence internationale de l'énergie, le US Energy Information Administration, le BP Statistical Review, le FMI, la Banque mondiale, l'OPEC, ainsi que les agences des Nations Unies comme UNEP, la FAO, l'IRENA et le UNIDO. En conclusion, toutes ces sources convergent vers le même constat. Une forte dépendance au détroit d'Ormuz, une accélération des stratégies de contournement, une transition énergétique en marche et une montée des politiques de sécurité économique mondiale. Antedi Achille, Afrique Unie Radio. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais. Restez connectés avec Radio Afrique Unie, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français.